il est midi 02. Je vous propose de commencer notre webinaire concernant l'enquête interne. On en a fait un hier sur l'enquête interne, à quel moment on doit le déclencher et quelles sont les conditions pour que ça réussisse. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre Sens qui était à mes côtés. Je vous présenterai juste après. Et donc ce qui nous intéresse, c'est l'enquête interne en milieu, alors on a dit ultra sensible, mais en milieu sensible, ce qui ajoute à la complexité d'une situation. Est-ce que l'enquête interne peut être intéressante ou pas pour nous? Bien sûr, à la fin on est à votre disposition pour parler, répondre à vos questions, et on a prévu à peu près une demi-heure à 40 minutes d'intervention. Hop, pardon, parce que je suis obligé de changer voilà. Donc ça, ce qu'on vous propose, donc là, peut-être que avant de commencer, je vous propose de parler avec Pierre Sens, qui peut se présenter en 5 minutes. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Sens, je suis un ancien enquêteur judiciaire, enquêteur pénal, puisque j'ai capitalisé 38 ans de carrière en gendarmerie dans une dominante plutôt judiciaire et de commandement opérationnel ensuite. Et je suis maintenant enquêteur privé, agréé bien évidemment par le CNAPS. Et je travaille en collaboration avec Gilles Sabard et deux autres camarades pour la conduite des enquêtes internes externalisées à tout niveau. Voilà. Ok, puis pour ceux qui me connaissent pas, je suis Gilles Sabard et je suis avocat, président de la commission compliance, et j'ai un passé d'une vingtaine d'années dans un grand groupe où j'étais notamment en charge de la gestion de crise et de la communication de crise dans les domaines, j'allais dire, ressources humaines, qui peut être aussi l'environnement, hygiène, sécurité. Donc, assez habitué à des situations un petit peu extrêmes, ultra sensibles, où l'enjeu de réputation est bien donné. Donc, hop, voilà. Alors, il faut savoir que la difficulté qu'on a dans ces secteurs qu'on a identifiés, ça pourrait être d'autres secteurs, mais les secteurs qu'on a identifiés qui étaient le monde de la religion, le sport. Alors, on a mis le syndicalisme, même si c'était un petit peu différent, mais le syndicalisme aussi a pour particularité que dès que une situation d'enquête interne arrive, les syndicats peuvent arriver, ils peuvent être eux-mêmes impliqués, ils peuvent faire des enquêtes jointes, donc c'est très important aussi de le voir, et donc il y a toute une sensibilité qui se met en place. Et donc à l'intérieur de cela, en tout cas, c'est qu'on est ce qu'on appelle dans la stratégie, j'allais dire, d'éthique des affaires, la stratégie militaire. Vous savez, c'est la conduite des affaires, l'art du commandement est dans le brouillard, et une gestion de crise se particularise notamment par des secteurs plutôt fermés, où il y a du brouillard, l'information elle est pas si évidente que ça, on a du mal à savoir ce qui se passe, les gens ont du mal à parler, il y a des stéréotypes qui sont mis en place. La parole est parfois verrouillée parce qu'il y a des gens qui ont un pouvoir sur les autres. Et donc, ça fait une sorte d'alchimie où il est très difficile de savoir ce qui se passe. Et l'enquête interne, tout le monde veut s'en mêler. Donc, c'est toujours assez compliqué de pouvoir le faire à l'intérieur. Et donc, il y a alors aussi, ce qu'il faut bien voir aussi dans cette partie-là, c'est que toute parole est sensible. Il y a une certaine culture du silence où on ne veut pas voir ce qui se passe chez le voisin, on ne veut pas forcément traiter le problème. Et dans ces secteurs, il y a aussi un point très particulier, c'est qu'on n'est jamais loin de la médiatisation, ou j'allais dire de la publicisation, si on peut donner ce terme-là, du sujet. Donc, médiatisation, c'est qu'il y a la presse qui peut aller. On voit bien que, par exemple, Mediapart, c'est quasiment son fonds de commerce, qui est un journal d'investigation et qui travaille énormément sur ces sujets-là, notamment dans le harcèlement moral, dans le harcèlement sexuel, dans la fraude, la corruption. Et la publicisation, ça veut dire que l'inspection du travail peut s'en mêler, on peut avoir de l'enquête pénale à côté. Avec Pierre, on vous en parlera, ça peut arriver que nous, dans nos enquêtes internes, on ait des demandes de réquisition de nos rapports qui peuvent arriver. Donc, on a tout de suite une certaine sensibilité qui arrive, et toute l'information peut être déformée et altérer notre jugement.
Donc c'est ça qui va le faire. Et l'enquête interne dans ce cadre-là, elle peut échouer, elle échoue souvent par ce brouillard et aussi par un entre-soi, c'est-à-dire un non-traitement des conflits d'intérêts qui va faire que celui qui va s'occuper de l'enquête interne n'est pas forcément la personne la plus idoine, qui n'est pas forcément qualifiée. Et donc, ça pose un certain nombre de sujets où le conflit d'intérêt, ça peut être, par exemple, une personne qui a un lien familial, qui a un lien professionnel, qui a un lien syndical, qui a un lien religieux avec une autre personne et qui va s'occuper de l'enquête interne, on peut bien imaginer que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Si Pierre, tu as une petite réflexion là-dessus, c'est avec plaisir. Hein. Non, ça va, je t'en prie. Voilà. Et donc, et là, je m'excuse pour ceux qui sont venus hier, mais j'ai récupéré deux slides de hier pour bien expliquer que nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire dans les techniques d'enquête interne, c'est qu'on a adopté toutes ces traditions que j'ai, moi, de la gestion de crise, de la compliance, du référentiel éthique, avec, pardon. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive avec l'expérience de Pierre et de Pierre Sens et de Jean-François Fèvre qui sont anciens gendarmes et qui ont appliqué, qui ont été confrontés à amener des techniques, ce qu'on appelle des techniques d'enquête interne. J'arrive. Et peut-être que tu peux à ce moment-là raconter un peu comment t'es arrivé avec Jean-François rapidement. Tout à fait. Alors les techniques d'enquête sur la méthode d'enquête interne. En fin de compte, l'idée, c'est d'une part de simplifier, mais d'autre part de légaliser. Et le meilleur choix possible, c'est également de dupliquer quelque part les modes d'action de l'enquête judiciaire, qui sont quand même très éprouvés et très encadrés par le code pénal et le code de procédure pénale. Vous le savez peut-être aussi bien que moi, de dupliquer ces modes d'action sur l'enquête interne. Les services de renseignement dupliquent ces modes d'action dans l'enquête administrative. Et nous, on a cherché à le faire dans l'enquête interne, de manière à pouvoir déjà amener la charge de la preuve, mais également coller au plus près à l'évolution jurisprudentielle de la preuve. La preuve verbale qui devient une preuve écrite et qui dès lors devient une preuve irréfutable. Et c'est surtout axé sur la recherche des faits. La recherche des faits et les techniques d'entretien qui vont permettre ces recherches des faits, parce que la parole va être libérée. Il n'y a pas de notion de coercition, bien évidemment, mais plutôt une relation de confiance et une relation qui s'établit avec la personne entretenue. Et ensuite, au-delà des techniques d'entretien, on va ensuite corroborer les éléments qui font l'objet du signalement, mais qui sont aussi dévoilés, infirmés, voire confirmés par les entretiens successifs. On va le corroborer avec tous les autres éléments qu'on aura pu récupérer par ailleurs et tout ce qui est tagué professionnel comme type de transmission. Et là, j'entends notamment les transmissions par mail qui résultent du secteur professionnel et pour lesquelles la direction, comme les parties prenantes, ont tout à fait le droit d'en avoir connaissance et aussi, surtout, de nous les fournir. Et à partir de là, on rassemble un faisceau de présomption. Le faisceau de présomption va ensuite se transformer petit à petit en preuves, puis en preuves écrites et en preuves matérielles irréfutables qui permettront d'infirmer, confirmer les faits et qualifier l'enquête interne. Et donc, vous voyez bien, ce qu'on a essayé, en tout cas dans notre solution, c'est d'apporter toutes ces technologies de police judiciaire auxquelles ils ont été confrontés. Et on a constaté aussi dans ce domaine-là qu'il y avait des sujets de retranscription, de témoignages, parce que le témoignage est extrêmement important dans nos sujets. Et quand on commence à faire un résumé de témoignage, en fait, on n'a jamais la quintessence. Peut-être qu'on l'a, qui sont peut-être doués là-dessus. Mais toujours, il y a cette problématique de dire « oui, je n'ai pas dit ça, j'ai peut-être dit ça ». Donc nous, on enregistre, on retranscrit tout, bien sûr, dans le cadre d'une très grande rigueur sur l'intelligence artificielle. Et on a créé une intelligence artificielle spécifique pour pouvoir retranscrire et faire en sorte que le témoignage devienne une preuve. Et peut-être la deuxième chose aussi qu'on a vu dans nos sujets, c'est que c'est la durée. C'est-à-dire qu'une enquête interne, pour en faire une, c'est entre un mois et demi, jusqu'à 2 mois, 2 mois et demi. Quand vous déclenchez une enquête pénale, par ailleurs, quand vous déclenchez peut-être d'autres choses, une enquête RPS,
le problématique, c'est que ça peut durer beaucoup plus de temps et donc la solution n'est pas réglée, la personne est mise de côté, on n'a pas trouvé de solution pour le faire. Et donc, c'est vrai que d'avoir une enquête interne qui permet d'avoir une vision cohérente, basée sur les faits, c'est très intéressant. Et donc, le deuxième point là-dessus qu'il faut faire, c'est que dans une enquête interne, ça correspond à un contexte, ça correspond à une situation, ça correspond à un univers. D'ailleurs, ça ne nous aura pas échappé que la Cour de cassation commence à parler d'harcèlement institutionnel. Et donc, du coup, il faut prendre en compte l'ensemble des choses qui vont arriver à l'intérieur. Ce n'est pas une enquête RPS. On n'est pas dans le risque psychosocial, même si on intègre un certain nombre de notions de risque psychosocial ou pas. Et donc, entre des notions, tout de suite, si on parle par exemple d'harcèlement moral, de gouvernance, comment je gouverne, quel est le pouvoir que je vais faire, des notions de dialogue social. Tout ça, ça rentre énormément en cause pour le faire. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, et ça a toujours été notre façon de faire, et nos anciens gendarmes sont là aussi pour regarder ça de très près, c'est qu'on a appliqué les principes de compliance, les principes d'indépendance, qui fait qu'on ne peut pas être conseil ou le contentieux, et qu'on a donné une rigueur de façon à ce que chacune des parties prenantes accepte notre enquête interne. Et puis, on parle de référentiel éthique. C'est très facile au niveau d'une gouvernance, même d'un conseil d'administration. J'étais il n'y a pas longtemps dans une formation. On parlait de valeurs, management par les valeurs. Comment je suis cohérent si j'ai une enquête interne, quelles valeurs je véhicule, ce que signifie le respect, et c'est un moment de vérité. Donc, on parle de référentiel éthique à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire vraiment tout ensemble. C'est des duos de compétences qu'on met en place. Alors, on a 4 duos actuellement. Où on mélange un avocat enquêteur et un enquêteur privé CNAPS, mais qui a eu cette expérience pour y arriver. Peut-être que tu peux parler de cette expérience, parce que toi, tu as l'expérience des deux côtés. Oui, tout à fait. Ce qui est essentiel dans l'enquête interne, ce que j'ai découvert en arrivant quelque part dans ce nouveau process qui a été mis en place par Gilles Sabar et Jean-François Fèvre, ce qui est important, c'est vraiment la notion de binomage. L'avocat enquêteur, dont le statut a été reconnu par le barreau de Lyon le 3 décembre 2025, est important parce qu'il assure d'une part l'indépendance, mais d'autre part la maîtrise juridique de l'affaire et de l'enquête dans son intégralité. D'autre part, l'enquêteur privé, lui, aura toutes les capacités et les aptitudes à maîtriser les techniques d'entretien, mais aussi à recueillir les éléments qui vont lui permettre de réorienter, le cas échéant, les investigations, qui ne seront peut-être pas similaires, finalement, à la lettre de mission initiale. Et tout ça, toujours en concertation, bien évidemment, avec le donneur d'ordre ou le prescripteur. L'idée, c'est qu'ensuite, les interventions croisées lors des entretiens et l'analyse également des documents fournis par ailleurs par les parties prenantes permettent réellement une objectivité totale et surtout le partage entre l'enquêteur privé et l'avocat enquêteur sur le fond réellement de l'enquête et le fond des faits. Et là, on arrive réellement à une recherche de la vérité. Donc, vous avez compris que ça, c'est on parle dans le cadre d'une enquête interne externalisée, mais dans une enquête, tout n'est pas obligé d'être une enquête interne externalisée, mais en tout cas, quand il y a des sujets complexes, c'est quand même le plus important de le faire. Et ce qui est important aussi, c'est que cette enquête doit être opposable. Donc, c'est opposable, notamment vis-à-vis du monde judiciaire, vis-à-vis du monde pénal, vis-à-vis des managers, parce qu'il faudrait éviter le désengagement, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des différentes instances qui rentrent à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas pire qu'une enquête interne, et je peux vous citer 10, 15, 20 exemples, qui est menée de façon où les conflits d'intérêts étaient patents, où les gens avaient une position, même en enquête interne externalisée, idéologique, là-dessus, et donc du coup c'est sujet à caution, et donc personne n'est gagnant. C'est vraiment une option perdant-perdant, et ce qui compte là-dessus, c'est que vraiment faut sortir vers le haut. Je tiendrai juste à préciser que le binomage avocat-enquêteur et enquêteur privé dans le cadre des enquêtes internes que nous diligentons
ont été appréciés parce que nous en avons discuté avec des sachants également, ont été appréciés des hauts magistrats. Magistrats au niveau cour de casse, cour d'appel, et qui ont particulièrement apprécié le process qui, pour eux, est quand même le garant de pouvoir exporter en justice une enquête interne, le cas échéant. Et ça, c'est important que l'affaire soit exportable si, par ailleurs, la crise n'est pas résolue au préalable. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, dans les discussions, ils regrettent que certains services internes, sur certaines situations, pas toutes, ce soit des services internes, même s'ils sont formés en enquête interne, le fassent, parce qu'il y a une suspicion pour eux. Donc, c'est vrai que c'est important pour eux d'avoir l'extérieur. Mais c'est aussi parce qu'il faut faire attention à ne pas prendre n'importe qui dans ces sujets. Alors là, c'est le deuxième aspect, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une enquête interne peut aller vers une gestion de crise, parce que si on la mène de façon partiale, non indépendante, avec de la manipulation, alors voulu ou pas voulu, hein, nous on a certains cas où, par exemple, c'est en enquête jointe CSE, le RH est dedans, donc il est contesté par le représentant syndical, il est contesté par un autre membre du CSE, on a un membre du CSE qui est aussi cadre qui est contesté sur d'autres sujets, donc tout de suite ça devient la crise. Voilà. Et on ne sait pas comment s'en sortir, l'inspection du travail s'en mêlant, on mélange après les enquêtes RPS et une enquête interne. Voilà. Donc, du coup, vraiment, c'est très important de s'assurer que les personnes qui vont s'occuper de l'enquête interne soient vraiment indépendantes à l'intérieur et qui est le seul rempart contre les pressions. Donc, c'est vrai qu'il faut que on ait, nous, en tant qu'enquêteurs, cette indépendance vraiment ancrée dans notre ADN. Ce qui ne veut pas dire, parce que c'est toujours des situations complexes, que on va mettre en cause tout le monde est méchant, voilà. Donc il faut faire attention, par exemple, et c'est le travail par exemple, des psychologues qui est très important, notamment en matière d'harcèlement moral. Quelqu'un peut se considérer en harcèlement moral, mais toujours est-il que nous, on ne va pas considérer qu'harcèlement moral parce que les faits ne le permettent pas de le dire. Un psychologue, il peut dire qu'il y a harcèlement moral à partir du moment où la personne est en sensation, en perception d'harcèlement moral. Donc, c'est des conceptions un petit peu différentes, ce qu'on appelle le comportement déplacé. Voilà. Donc, par exemple, en termes d'humour, on peut très bien avoir un comportement déplacé, une mauvaise blague. Si la personne dit non, on peut commencer à considérer que cette blague est mauvaise et que la personne, en refaisant tout le temps la même blague sur la même personne, rentre dans un système de harcèlement moral, voire harcèlement sexuel. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est cette notion d'aller chercher des faits et de le faire. Et donc, cette pression, dans nos domaines sensibles, elle est toute part. Nous, ça m'est arrivé avec Jean-François ou avec Pierre, où tout de suite, ça remonte au niveau ministériel, parce que il y a la religion et la sexualité qui se mettent en place, où il y a le sport de haut niveau, des gens connus qui se mettent en place. Donc, tout de suite, c'est des sujets qui peuvent faire l'objet, aller dans l'équipe, aller dans la croix, et tout de suite, ces personnes-là vont essayer aussi de savoir ce qu'on fait nous. Donc, on a des demandes de réquisition. Voilà. Donc là aussi, il faut garder un petit peu de calme et pouvoir avancer. Et puis, on a aussi une pression médiatique qui arrive, parce que là aussi, on a un certain nombre de stéréotypes. Hein. On est dans un monde où un des cas qui nous est arrivé avec une caméra, une journaliste de BFM qui avait pris une caméra sauvage montrant une situation. En une demi-heure, on avait 2 ministres chez BFM. Et donc, tout de suite, c'est des stéréotypes qui se mettent en place et c'est extrêmement difficile après de combattre ça pour le faire. Et donc, tout de suite, l'enquête interne peut être une solution pour le faire avec l'écho des réseaux sociaux. Donc, le fait de dire, nous avons dépêché une enquête interne externalisée par des gens qui présentent des garanties de le faire, ça limite la pression. Ça permet de donner un petit peu de temps aux choses, mais ça ne veut pas dire qu'après on ne parle plus du sujet, que le sujet doit être enterré, ne doit pas être vu. Il faut montrer de la responsabilité. Et dans les enquêtes internes où j'ai eu les trois en même temps, réseaux sociaux, BFM, ministre, et à la fin, on est allé voir, c'était sur une question religieuse, on est allé voir la Mivilude, le ministère de l'Intérieur, pour expliquer notre enquête interne. Et notre enquête interne, après, a été communiquée par le client
bien sûr, c'est pas nous qui communiquons en direct, au niveau de l'enquête pénale. Donc voilà, donc ça c'est un point très important de le voir que ça sera notre indépendance et notre méthode qui va le faire. Et là, on a voulu faire un focus spécial sport de haut niveau. Parce qu'on a la chance avec Pierre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais qu'il vienne avec nous, au-delà de Jean-François, c'est que tu as fait du sport. Enfin, moi aussi j'ai fait du sport, mais toi tu as fait un peu plus de sport que moi. Oui, tout à fait. Bon, j'ai joué au rugby pendant plus d'une vingtaine d'années en tant qu'adulte, hein, bien évidemment. Je ne compte pas toute la période précédente de l'école de rugby jusqu'au junior. En tout début de carrière, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir jouer dans un club de haut niveau pendant 4 saisons, et puis après dans un club de moindre niveau, mais qui reste quand même du niveau, puisque c'était de la 2e division, pendant une dizaine d'années. Donc ça m'a quand même permis de croiser beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de dirigeants, beaucoup de camarades qui, certainement bien meilleurs que moi, et puis parce que le rugby n'était pas professionnel, ben moi j'ai travaillé et puis je suis devenu gendarme alors qu'eux sont restés dans le cadre du sport pratiqué. Donc j'ai pu fréquenter tous ces gens-là, des joueurs. J'ai pu connaître aussi le milieu des agents et le milieu des directions des clubs. Et j'ai pu aussi, parce qu'il y a l'aspect humain, parce que c'est la base du sport de haut niveau, je connais l'intimité du vestiaire aussi. Et je sais comment fonctionne un vestiaire également, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on a fait plusieurs enquêtes internes dans le milieu du sport professionnel, que ça soit masculin ou féminin. Et donc c'est des endroits assez particuliers où on est peut très vite être dans un comportement déplacé, où il y a beaucoup de pression d'un côté ou de l'autre, où on demande le résultat et on voit bien que l'exigence de résultat et le management toxique, on n'est pas loin, hein. Il faut bien voir que dans ces milieux-là, aussi, ce qu'on accepte, ce qu'on impensable d'accepter en entreprise est accepté quelquefois dans le monde du sport. Et donc, aller chercher la performance, ce que ça veut dire survivre, avec un écosystème assez complexe qui arrive. Et donc, c'est très intéressant aussi dans le monde du sport parce qu'on retrouve ça dans d'autres mondes et même dans l'entreprise quelquefois où, moi je suis une start-up donc j'ai le droit de faire un peu n'importe quoi dans ce domaine-là. Et donc, réexpliquer ça est important. Peut-être que tu peux développer un peu. Oui, tout à fait. La problématique du sport aujourd'hui, si tant est que ça en soit une, le sport de haut niveau est professionnel. Avant, il était amateur à tout niveau. Donc, il n'y avait pas vraiment, de notion de résultats ou d'exigence sportive. Aujourd'hui, on est dans un sport professionnel qui est lié à des aspects financiers, médiatiques aussi, des obligations de résultats, tant pour les coachs, la direction que pour les joueurs, qu'il s'agisse de sport individuel ou de sport collectif par ailleurs. Et il existe un vrai danger. La frontière est vraiment ténue, elle est très mince entre la recherche de la performance et finalement la santé mentale et psychologique des joueurs, voire même des atteintes à la dignité humaine parfois. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est l'exigence du résultat, certes, mais jusqu'où va-t-on pour exiger des résultats? Jusqu'où va-t-on en termes de management, en termes d'encadrement, en termes de suivi des joueurs? On s'expose à de nombreux risques en ayant le résultat, en cherchant à tout prix le résultat. Donc tout ça, c'est des éléments à développer parce que ça rentre aussi dans un cadre contractuel et dans une obligation de l'employeur de santé, de préservation de la santé psychologique, mentale et physique de ses salariés. Et là, j'attire aussi votre attention sur un fait, c'est que faut faire attention parce que tout le monde peut se plaindre. Un sportif, il n'a pas forcément connu, il a une vie un petit peu, je sais pas reclus, mais un petit peu à part. Il a une expérience très forte dans son domaine d'expertise. Mais il n'a pas aussi une expérience de quelqu'un qui aurait une vie à la fac ou un autre point. Et donc, on peut se retrouver dans des situations où tout le monde est mauvais. S'il m'a mis sur le banc, c'est que j'ai une mise au placard. Voilà, il y a aussi cette nuance-là qu'il faut avoir, qu'on le voit. Et interroger aussi, parce que ça nous est arrivé des gens de très haut niveau, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde religieux, dans le monde de la gouvernance,
C'est un sport aussi. On n'y va pas n'importe comment. Il faut faire preuve d'intelligence. Il faut expliquer parce que quand on fait une enquête interne, soit on dit moi je veux faire avoir du sens, soit on dit voilà quelle solution de remédiation équilibrée qu'on peut avoir des deux côtés. Alors, sur les dérives qu'on peut identifier en matière de sport de très haut niveau, il y a des signaux faibles et il y a des faits qui relèvent d'une plus grosse gravité et voire même de qualification pénale. Les signaux faibles, bien évidemment, c'est l'épuisement et les blessures à répétition. Quand vous avez des problèmes de coaching, il faut arriver à coacher l'intégralité de ces joueurs de manière à tenir toute une saison. Une saison, c'est long. Les joueurs se blessent. Il faut tenir un agenda par rapport aux rencontres de championnat, mais aussi aux fenêtres internationales. Donc il y a toujours cette notion de préservation de la santé versus l'exigence du résultat et un équilibre difficile à avoir, difficile à apprécier. On peut avoir aussi des problématiques, et ça rentre dans la déshumanisation, ce sont des problématiques d'humiliation, qui au départ ne sont peut-être pas volontaires, de la part du coach, de la direction, du manager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des managers qui occupent un poste transversal dans les clubs de manière à chapeauter un petit peu tous les managers sportifs sur chaque secteur. Le danger, c'est qu'on arrive à mettre le doute chez un joueur quant à ses qualités, ses compétences techniques. Quand c'est un fait isolé, on peut se poser la question et dire c'est un challenge pour le joueur que je vais l'obliger à relever ce challenge. Je vais quelque part le mettre dans ses derniers retranchements. Mais il faut jamais perdre de vue qu'on est sur un être humain, qu'on est sous un contrat de travail et qu'à partir de là, on est là aussi pour faire progresser le joueur. Et le faire progresser, ça n'est pas le rabaisser. L'effet grave, après, ça se transforme tout simplement en harcèlement. On peut avoir du harcèlement, de la discrimination aussi, de discrimination de taille. Oui, on a un cas. On a eu des cas, discrimination de physique, tout simplement. J'ai eu d'autres cas de discrimination même raciale, particulièrement éprouvant d'ailleurs à vivre. Vous savez, quand vous avez une équipe qui se déplace à l'extérieur sur des matchs qu'il ne faut pas forcément gagner, mais qui vont être très tendus au niveau violence physique dans le match, eh bien, on envoie l'équipe qui va au casse-pipe et on préserve les stars. Donc ça aussi, il y a quand même des exigences morales dans le sport de haut niveau, des exigences morales, et la moralité inclut aussi, bien évidemment, les violences sexuelles. Autant sur les hommes que sur les femmes d'ailleurs, et ça se voit de plus en plus. Le sport, c'est une micro-société. Un club, on est dans une micro-société et on reproduit quelque part aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans le monde du travail, on reproduit les schémas qu'on trouve dans la société normale. On évolue comme la société. Donc il faut des garde-fous. L'enquête interne est là aussi pour venir régler ce type de problème et sortir de la crise par le haut avant que l'abcès n'explose en pleine figure, avec toutes les conséquences que ça comporte. Et puis aussi, vous avez des problèmes encore, alors cette fois un petit peu plus éloignés des joueurs. Il y a des conflits d'intérêts. Vous pouvez avoir des managers, des coachs qui sont recrutés, qui eux-mêmes sont sous contrat avec un agent de joueurs et qui vont privilégier sur les politiques de recrutement, qui vont privilégier des joueurs qui sont issus du même agent de joueurs qu'eux. Donc il faut être vigilant aussi à ça. Parce que on est sur un conflit d'intérêts potentiellement. Et là, il y a un autre point aussi qui est intéressant, parce que tous ces sujets, on les retrouve dans l'entreprise aussi, mais c'est celui qui parle, celui qui dénonce. C'est extrêmement difficile parce que quand un joueur va dénoncer, quand il est tout seul, on va le mettre sur le banc, on va dire qu'il n'est pas bien. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu important. Et donc, cette culture aussi de pouvoir dénoncer, elle est intéressante. Par contre, ça s'apprend aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dénoncer parce que je ne joue pas. Et Pierre l'a très bien dit, c'est qu'est-ce que la dignité humaine quand on fait du sport? Qu'est-ce que la dignité humaine quand on est dans une équipe? Quelle performance on va chercher et la façon d'aller chercher cette performance. Quand vous avez un manager qui vous dit « bon, je vais aller chercher de la performance » et vous explique pas comment et qui prend des décisions de façon anecdotique, ce n'est pas un manager. Et dans le monde du sport, on voit un deuxième aspect qui est très intéressant, c'est qu'un grand joueur n'est pas forcément un grand entraîneur, voire pas un entraîneur du tout. Et quand on dit entraîneur, on dit manager en fait.
Voilà. Et ça, c'est un point très important qu'on retrouve dans l'entreprise aussi, c'est qu'un grand expert n'est pas forcément un grand manager. Nous, on pose toujours la question de savoir si les gens ont été formés au management. Parce que c'est vrai qu'il y a une question innée dans le management, mais il y a aussi une question de formation du management. Alors, la méthodologie, le vestiaire, il faut à tout prix recueillir l'adhésion des joueurs et avoir le vestiaire acquis à sa cause, la cause de l'objectif commun. Et ça, c'est important. Il y a un fait qui est très très important. Vous ne pouvez pas, vous pouvez mettre un joueur au placard, lui dire tu n'es pas bon. Vous ne pouvez pas le lui dire devant tout le vestiaire. Le vestiaire a son intimité, on se dit des choses dans le vestiaire qui ne sortent pas dans la presse, et c'est heureux. Mais pour autant, les cas doivent être individualisés. On doit régler ce type de problème d'homme à homme, de joueur à manager ou de directeur sportif à joueur ou manager et inversement. Vous pouvez le lui dire, effectivement. En revanche, il faut lui expliquer et il faut lui démontrer quel est le but à atteindre pour qu'il puisse redevenir performant. En revanche, le mettre au placard régulièrement pour le punir, là, on commence à passer un très mauvais message à l'ensemble des autres joueurs. Et on commence petit à petit à perdre son vestiaire. Et petit à petit, une crise larvée commence à se construire. Un vestiaire, c'est des tas de joueurs issus de tas de milieux, de tas de niveaux socio-professionnels différents. De langue. De langue aussi, parce qu'on a cette problématique des joueurs étrangers, avec typiquement des joueurs nordiques qui sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus bruts de décoffrage en termes de communication, ce qu'un entraîneur pourra peut-être ne pas forcément apprécier. On a des joueurs espagnols, on a des joueurs du Moyen-Orient, on a des joueurs maghrébins qui ont une vision différente des choses, il y a des cultures latines. En fait, il est important d'adapter son comportement, son attitude et sa parole en fonction du joueur et de sa personnalité pour pouvoir effectivement obtenir le meilleur de lui. Et là, on rejoint les stratégies managériales et c'est pour ça que vous retrouvez aujourd'hui dans les grandes entreprises des conférenciers, mais aussi des managers qui sont issus, qui sont d'anciens sportifs de haut niveau, parce que les deux sociétés, la société d'entreprise et la société du sport, se rejoignent sur ce point-là. Et là, on rentre dans une stratégie d'enquête, effectivement. Quand est-ce qu'on va commencer une enquête interne? À quel moment on va la déclencher? Parce que les signaux faibles ont été identifiés et la crise est en train, effectivement, non plus de couver, mais d'exploser. Qui va-t-on entendre? À quel moment doit-on le faire? Qui va-t-on entendre dans l'enquête interne? Il faut quand même préciser que on a toute latitude, une liste effectivement est fournie par le prescripteur de personnes à entendre, mais nous sommes indépendants et c'est nous qui, en fonction de la stratégie et l'orientation de nos investigations, vont décider de qui on va entendre ensuite dans le cadre de notre enquête. Qui va être en capacité d'amener des éléments pour pouvoir nous éclairer au mieux. On voit bien aussi une chose peut-être pour préciser, c'est que quand on fait une enquête interne, on est sur une forme de crête. Et la pièce, elle peut tomber à gauche, elle tomber à droite. Ouais. Et c'est vrai que l'attitude de certaines personnes à l'intérieur sont importantes. Et souvent, on fait une enquête interne externalisée quand il y a un conflit entre la direction et un coach, par exemple, ou un ensemble de joueurs avec un coach. Et donc, du coup, là, il va avoir raison, l'autre, il va avoir tort. Le monde du sport, c'est assez binaire, je gagne ou je perds. Hein. Dans le monde d'entreprise, c'est un peu plus, c'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Et donc, on arrive toujours dans une situation assez extrême où auquel il serait très facile dans une enquête interne de dire il y a épuisement, il y a des blessures à répétition, donc il y a harcèlement moral. Je pense que derrière, il faut reconstruire quelque chose. Une enquête interne, c'est aussi un outil de management qui permet de reconstruire autre chose. Tout à fait, je te rejoins parfaitement là-dessus, notamment sur les blessures à répétition, qui ne doivent pas être interprétées comme forcément un management toxique ou quelque chose de ce style-là. Le problème est plus global. Et l'enquête interne va peut-être doit amener des solutions et des préconisations. Où est-ce qu'on en est en matière de préparation physique? Est-ce qu'on a fait une bonne analyse des données relatives aux data des joueurs?
que les boîtiers qu'ils ont dans les micropuces qu'ils ont dans le dos permettent d'identifier. Est-ce qu'ils sont cramés physiquement? Plus ou moins, c'est ce que on doit le faire jouer alors que sa préparation physique n'est peut-être pas optimale, même si globalement il est à 90%. Non. Donc il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte que nous sommes effectivement en capacité d'identifier et de fournir aux prescripteurs. Et puis, un autre point qu'on connaît bien dans le monde de l'entreprise aussi, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a une mauvaise passe qu'il est comme ça de façon temporelle et tout le temps. C'est-à-dire que aussi, moi j'ai été manager pendant 20 ans dans le groupe Saint-Gobain, je suis sûr que j'avais des bons moments et des mauvais moments. Donc après, il ne faut pas que mes mauvais moments soient du harcèlement pour les autres, mais c'est aussi de savoir se contrôler, mais ça c'est une certitude. Mais voilà, il faut aussi avoir peu de recul, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on est en duo, mais avec des gens d'expérience. Il faut connaître l'âme humaine, il faut être respectueux de l'âme humaine, de la complexité de chacun. Et c'est vrai qu'en tout cas, on a été formé par des psychologues, médecins avec qui on a beaucoup discuté aussi, pour avoir aussi cette vision de certains sont peut-être pervers, égocentriques, narcissiques. Ça aussi, il faut savoir les identifier, ce profil-là. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on va dire que le gars, il est pervers. Par contre, on sait ce quelqu'un qui a des comportements pervers peut amener l'entreprise et parce qu'il a été laissé libre dans sa personnalité d'agir, il n'a pas eu de contre-pouvoir, il a pu laisser exprimer sa dérive. Voilà. Donc c'est aussi ça, cette expérience-là de l'âme humaine qu'il faut le sentir. Et puis certains, hier j'avais une discussion qui était assez amusante, on me disait tiens j'ai rencontré le plus grand expert du mensonge. Bon, ça m'a fait un peu rire parce que être expert du mensonge quand on sait que 80% des mensonges, on ment parce qu'on veut cacher un autre mensonge. En fait, ce qu'il faut aller chercher, c'est les faits. C'est avoir des gens de terrain qui sachent interroger, respectueux et qui vont chercher ces faits. Et les faits, je peux vous assurer, dans toutes les enquêtes internes, on arrive à connaître les faits au bout de 3, 4, 5, 6 interviews. Et après, on a une certaine conviction, mais comme on est à charge et à décharge, ça nous permet justement de se placer d'un côté ou de l'autre et de bien identifier les points. On peut parler peut-être aussi d'un cas, on en a parlé hier, mais de l'enquête pénale, parce que dans une situation de gestion de crise, on a forcément à un moment donné une enquête pénale qui arrive derrière. Ou avant, ou pendant, ou après, mais il y a une enquête pénale, et ça nous est arrivé notamment dans le domaine public, notamment sur une crèche avec de la maltraitance. Voilà, il y a une enquête pénale qui est déclenchée par ailleurs. Donc nous, attention à ne pas entraver la justice. Mais quand on déclenche une enquête pénale dans une crèche, vous imaginez que si l'enquête pénale elle dit au bout de 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, qui a tort et qui a raison, on n'a pas réglé le sujet. Donc, et là, c'est important de dire, j'externalise le sujet, je fais appel des gens dont c'est le métier et rassurer, j'allais dire, les enquêteurs, que ce soit l'inspection du travail ou d'autres enquêteurs qui peuvent intervenir, et que ça va être fait dans les règles de l'art. Voilà. Et ça, c'est un point très important de le faire, mais avec une limite, c'est qu'il faut aussi sentir les choses, de savoir dans l'enquête pénale, peut-être qu'il y a d'autres enjeux, hein. Il faut savoir que, par exemple, sur des questions de corruption, on a des phénomènes d'harcèlement moral parce qu'on ne rentre pas dans le schéma de corruption. Donc ça aussi, c'est important d'avoir des enquêteurs qui ont ce qu'on appelle un petit peu de truffe et qui sentent les choses de le faire. Deuxième point, sur l'aspect pénal et l'aspect civil, c'est que on a vu apparaître notamment la responsabilité des enquêteurs. C'est que j'ai eu un cas où dans une fédération, il y a des enquêteurs qui sont intervenus, qui n'ont pas respecté les droits fondamentaux des gens, ont vu leur responsabilité civile engagée et ont dû payer 70 000 € de dommages et intérêts aux personnes victimes d'une enquête interne. Des gens qui n'étaient pas formés, de bonne volonté, qui avaient des valeurs, pas de sujet. Mais à la fin, il y a un sujet de compétence qui s'est posé et qui engage, parce que quand vous faites une enquête interne, vous engagez la vie des gens, leur vie professionnelle, ça peut déstabiliser leur vie civile, donc il faut être très humble et très rigoureux avec soi-même. Et on se rapproche de toute manière du cadre réglementaire et du respect des droits fondamentaux de la personne dans le cadre des entretiens et des investigations qui sont menées autour de lui et sur son environnement. Voilà.
Autre point, c'est que vous pouvez aussi être affaire. Nous, il y a tout un sujet sur le secret professionnel de l'avocat. Mais il y a aussi un autre point, c'est que la confidentialité, le secret, si vous constatez vous-même un délit, un signalement au procureur s'impose peut-être à un moment donné. Et il faut attendre peut-être l'enquête interne pour pouvoir le faire. Parce que le pire pour vous, c'est de virer quelqu'un, le mettre de côté, jeter l'opprobre en 24 heures parce qu'il aurait fait preuve d'harcèlement sexuel, alors que les faits ne sont pas forcément établis. Alors je prends l'image des stagiaires parce que c'est des cas assez célèbres. On dit voilà, j'ai été victime, on a voulu être exemplaire, on met la personne de côté, c'est lui jeter l'opprobre. Alors attention, c'est pour ça que cette obsession des faits est importante, de bien les définir, et être exemplaire, c'est d'avoir des méthodes d'enquête interne, de recherche des faits, sauf si, bien sûr, c'est évident. C'est-à-dire si j'ai une agression sexuelle avec 3 témoins, là, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de sujet. Pour le faire, il n'y a pas de sujet. Une enquête interne, c'est quand on est en zone grise que ça se pose. Il est 12h43, je me dépêche un tout petit peu. Je voulais vous parler des cas spécifiques sociaux, parce qu'on a pris le monde du sport, mais dans le cadre du CSE, il y a des compétences du CSE qui se posent dans le cadre d'un droit d'alerte. Si une atteinte aux libertés, aux droits fondamentaux, voire harcèlement moral sur la santé et sécurité. Donc là, il y a des enquêtes, une enquête interne est obligatoire. Et là, moi, je trouve l'enquête, ce qu'on appelle l'enquête conjointe CSE direction, pose un certain nombre de problèmes parce que ce sont des gens qui sont en conflit d'intérêts qui vont mener l'enquête interne, qui peuvent régler des comptes. Et donc, ça met tout de suite la suspicion et ça devient très, très difficile. On a un cas, là, justement, une première enquête avait été menée dans ce cadre-là et on nous a demandé de faire la deuxième enquête à la demande de l'inspection du travail et des organisations syndicales parce qu'en fait, il y avait trop de suspicions, il y avait trop d'enjeux, les gens se connaissaient depuis 20 ans. Voilà, il y avait même un peu de règlement de compte. Donc du coup, il n'y avait pas la sérénité possible et imaginable là-dessus. Donc ça, c'est faire très attention là-dessus. Et c'est vrai qu'on nous pose aussi la question de savoir est-ce que je présente quand c'est une enquête direction au CSE. Nous, ce qu'on fait, de mon expérience en dialogue social, en tout cas, c'est qu'on n'hésite pas à aller présenter notre méthode au début de l'enquête interne au CSE. Voilà comment on va travailler pour assurer ce ensemble de points. Et on présente aussi notre rapport d'enquête interne au CSE, même quelquefois avec des gens dont on parle en termes de CSE, mais on prend la précaution de les voir avant et de leur dire peut-être que vous allez être mis en cause, mais ne vous inquiétez pas, cette mise en cause, elle n'est pas non plus dramatique, elle nécessite peut-être un peu de formation, mais bien expliquer aux choses aux gens. Donc ça, on le fait parce que ça permet aussi à l'employeur ou à la direction, ou même aux autres membres du CSE, d'avoir un avis extérieur et de bien présenter les choses là-dessus. Et puis, il faut être respectueux des syndicats et des CSE, parce que c'est vrai que quand on est dans un CSE où on est responsable syndical, on prend des risques. Ils doivent eux-mêmes gérer un collectif derrière. Des gens, mais si, moi j'ai subi de harcèlement moral, mais si, il m'a raconté une blague. Et ça devient très, très difficile. Alors, c'est vrai qu'il y a des référents harcèlement moral, harcèlement sexuel qui existent, mais en discutant avec certains, c'est un métier qui est très difficile, une fonction, pardon, qui est très difficile, parce que tout peut être harcèlement sexuel, une mauvaise blague, tout peut être harcèlement moral, et donc c'est très difficile de le faire. Et les formations dans ce terme-là, moi, me paraissent des fois un petit peu légères. Parce que les formations ne sont pas fondées sur la recherche des faits. Voilà. D'abord, cherchons les faits et après, qualifions les faits. Il faut revenir à la base. Je me dépêche un peu. Oui. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On finit par un rapport final. Par un rapport final, et ce qui est très important, là je rebondis juste sur les derniers propos de Gilles Sabart, la différence entre l'interprétation et la recherche des faits. Et c'est pour ça qu'on assume complètement de faire la restitution de nos rapports d'enquête interne, d'abord, bien évidemment, aux donneurs d'ordre, aux prescripteurs, mais aussi aux parties prenantes s'il en était besoin. Et nous l'avons déjà fait, parce qu'on réunit à un moment donné tout le monde autour de la table, et on est même arrivé à obtenir de l'acceptation des faits, voire des responsabilités des uns et des autres dans une crise interne. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de sortir de la crise par le haut. Parce que le business doit continuer à marcher, la boîte doit continuer à marcher, les salariés doivent être rassurés,
sur finalement la direction qui a fait un acte de gouvernance en venant s'occuper du problème qu'ils avaient eux-mêmes signalé. Donc ça, c'est effectivement très important. Et la restitution, on l'assume complètement parce qu'elle n'est basée que sur des faits et sur la réalité de la preuve et non pas sur de l'interprétation. Je dis toujours que c'est très important pour nous d'aller présenter notre rapport à un ensemble des parties prenantes parce qu'il faut qu'on l'assume, notre rapport. On a une responsabilité, elle est pas facile. On a beaucoup de discussions entre nous, on a des directeurs d'enquête derrière, on a d'autres personnes qui peuvent nous aider, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'on peut rater des choses à plein d'endroits, et c'est très important de bien voir ces éléments. On a un cas qui me vient en tête de conflit entre syndicats, et là c'est intéressant parce qu'il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et on disait, il y a un syndicat qui aurait séquestré un autre syndicat dans le cadre d'un plan social. Là, ce qui est important, c'est que qu'est-ce qu'on appelle séquestration, qu'est-ce qu'on appelle un rapport de force. Un syndicat, c'est vrai qu'il étère la loi, mais bon, quelquefois, ça fait partie du jeu syndical de le faire, et d'autres manquent un peu d'expérience ou n'ont pas été assez accompagnés. Et donc là, c'est tout un travail aussi d'enquête interne de pouvoir leur dire, voilà, c'est vrai que là, vous êtes hors la loi, vous méritez une sanction alors proportionnée, hein, ça c'est une certitude. Et d'autre côté, vous avez été un petit peu léger dans cette confrontation où vous avez mis des mauvaises personnes, mauvais endroits dans une négociation sociale. Et ça permet de grandir et que tout le monde puisse trouver un mode de fonctionnement commun. Et donc nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on sort ce rapport final, qu'on présente, qu'on donne, qui est opposable. Et c'est au-delà de ce rapport final, on donne aussi toutes les retranscriptions de chacune des personnes à la seconde près. On a développé notre IA dans ce domaine-là pour éviter qu'elle soit capitalisée, qu'elle soit mise dans des mauvaises mains. Mais chacun signe sa retranscription qui peut être utilisée et ne pas revenir dessus. Et donc ça, c'est un point très important pour le faire. Là, très rapidement, on voulait aussi vous donner, alors on vous donnera bien sûr les points, mais c'était ce qui était intéressant pour nous, on faisait une analyse un peu par fonction entre les gens, quels sont les besoins, quels sont les freins ou les peurs, parce qu'on imagine bien que l'enquête interne, il faut aussi convaincre ses patrons de faire une enquête interne et de prendre ce risque-là. Parce que c'est un vrai risque, parce qu'il peut être mis en cause là-dessus. D'ailleurs, moi je dis toujours que lorsque le DG est mis en cause, il vaut mieux faire une enquête interne externalisée et puis remettre ça dans le cadre d'un management normal. Et donc là, vous avez mis un certain nombre de choses qui peuvent le faire. Bien sûr, il y a des questions de linge sale, il y a des questions de peur, il y a des questions financières, voilà. Dans le sport de haut niveau, voilà. Même le CSE, le responsable syndical a un certain nombre de sujets. Et donc le fait que nous, en tout cas, on a pris l'option d'être certifié ISO 37008 sur la conduite des enquêtes internes. Il n'y a que 3 cabinets d'avocats en France qui le font. On est certainement le plus petit de loin. Mais nous, notre objectif, c'est de proposer du sur-mesure. Donc, on est content de ne pas avoir beaucoup d'enquêteurs internes. On a 4 équipes, mais elles sont formées, on travaille ensemble. Les binômes doivent être constitués parce qu'il faut avoir de la confiance l'un envers l'autre. Il faut avoir des visions communes. Donc ça, c'est des points très, très importants. Pour finir, pareil, ce qu'on vient de dire entre eux, c'est que le but d'une enquête interne, c'est d'avoir une preuve opposable sur l'ensemble des parties prenantes. L'indépendance étant quelque chose de très important, et le coût humain, on ne le fait pas. C'est vrai que certains pourraient considérer que c'est l'artisanat, mais c'est de l'artisanat, coût humain, c'est quasi un produit de luxe peut-être. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il y a un savoir-faire et un savoir-être qui va derrière. Il n'est pas possible de faire de l'industrialisation dans notre domaine, et on utilise l'intelligence artificielle avec, j'allais dire, intelligence, dans le sens où certains endroits c'est possible, d'autres pas. Par exemple, nos retranscriptions ne font pas l'objet de résumés par l'intelligence artificielle. On reste humain, c'est notre traitement, on rediscute, on revoit chacune des retranscriptions, on les résume, et c'est après qu'on fait notre rapport d'enquête interne. Là, je vous ai juste mis quelques endroits, combien ça coûte une non-enquête. Le coût d'une enquête, je l'ai dit hier, c'est nous, on a identifié entre 13 000 et 35 000 euros, suivant la complexité. Alors, ça peut monter plus haut, certains si on va à l'étranger, bien sûr. Mais pour être raisonnable et écouter une vingtaine de personnes, parce que ça aussi, est-ce qu'on doit écouter tout le monde, mais c'est à peu près ça.
Et souvent, dans nos cas, on nous prend parce que il y a quelqu'un qui va demander 500 000 euros. Dans le sport, il y a une collectivité locale qui dit faites une enquête interne parce que sinon, vous êtes un club avec qui je ne veux pas être fréquenté. La destruction de la marque employeur, c'est un élément très, très, très important. Et là, on est sollicité, par exemple, pour former dans un grand groupe des enquêteurs internes. Parce que tout ne doit pas être externalisé, sinon ça coûterait extrêmement cher, parce qu'ils constatent quand même un désengagement des managers, parce que les enquêtes internes avant n'ont pas forcément été bien traitées. Et donc, c'est plus qu'une assurance qu'une dépense. Voilà. C'est plus un investissement d'ailleurs. Qu'un investissement qu'une dépense. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière slide, qui peut vous dire ce qu'on compte beaucoup nous, c'est l'ISO 37008. C'est la connaissance de la gouvernance, du dialogue social, du milieu, de la gestion de crise, et surtout une méthode qui est en duo. Voilà, on a fini. On est bien sûr disponible pour vous pour répondre aux questions. On va regarder ça tout de suite avec grand plaisir. Donc je regarde dans le domaine conversation. Oui, monsieur, on va bien sûr vous envoyer nos présentations et à votre disposition sur ces sujets. Et voilà, moi j'ai pris du plaisir de parler avec Pierre sur ces sujets, c'est toujours sympa. Également, oui. Et je vois pas d'autres questions, mais voilà, si ça vous convient, avec grand plaisir pour parler de ces sujets à un moment donné. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Voilà. Bon, à bientôt, j'espère, et puis à demain pour la preuve, parce que la preuve reste très importante. Voilà. Au revoir et à bientôt.